Michel Kahn, bonjour. Vous Bonjour. publiez un nouveau livre qui a pour titre Un soir à Sanary aux éditions Le Passage. Vous avez publié un grand nombre d'ouvrages comme La clandestine du voyage de Bougainville, Shanghai la juive. Et avec Un soir à Sanary, vous mettez de nouveau en lumière la façon assez saisissante et une page en tout cas méconnue, tragique et romanesque de notre histoire parce que on est pendant la Seconde Guerre mondiale et au départ ça s'ouvre avec un moment de l'histoire qui devrait être un moment heureux et qui va devenir un moment évidemment tragique. Oui, ça se passe donc à Sanary, qui est un ravissant port de pêche, où ont trouvé refuge de nombreux peintres et écrivains allemands et autrichiens anti-nazis. Et là, ils vivent dans des conditions tout à fait heureuses, sereines, et ils espèrent que ça va continuer toujours. Mais la guerre est déclarée, et à ce moment-là, ces hommes sont incarcérés dans le camp d'Émile, près d'Aix-en-Provence, où, dans des conditions absolument honteuses, avec une botte de paille pour matelas, sans meubles, sans installation sanitaire. Et il y a des grands noms, un prix Nobel de médecine, des grands scientifiques, des grands écrivains, des grands musiciens, et une administration bête et ignorante qui ne comprend rien. Alors à Sanary, à ce moment-là, il y a une effervescence intellectuelle. Oui, d'ailleurs, ça s'appelait tantôt le Montparnasse-sur-Mer, tantôt la capitale de la littérature allemande. Et il y a eu de grands noms qui ont défilé. Il y avait, par exemple, alors ça n'a rien à voir avec cette histoire, mais il y était quand même, Aldous Huxley, qui a écrit Là-bas le meilleur des mondes. Et il y avait Thomas Mann et toute sa famille, Heinrich Mann, son frère qui est le père de l'Ange bleu incarné par Marlène Dietrich. Ils étaient souvent visités par Bertolt Brecht qui a écrit son opéra de Katsu. Et c'était vraiment, il y avait une effervescence artistique. Alors votre héros est un jeune critique d'art qui a pour nom Max Oka Oui. et il est à Sanary. Bon, au départ, l'action se situe à Cologne, mais lui, il a décidé un petit peu de rejoindre ce Montparnasse extraordinaire. Et il est accompagné d'une jeune femme, voilà, Rosa, qu'il a épousée. Et puis, il n'est pas nazi, évidemment, et va se retrouver pris au piège d'une certaine façon. Oui, mais il est anti-nazi lui aussi, parce que critique d'art, il vantait l'avant-garde, qui ensuite a été décrétée dégénérée Par Hitler. par Hitler. Et donc il est obligé de fuir lui aussi. Et forcément, il va à Sanary où il retrouve d'anciens amis. Quelle va être sa vie à ce moment-là? Dans un premier temps, c'est pas une vie trop désagréable quand même, Non, avant les camps d'Émile. il est heureux, il vit dans la maison d'un couple de pêcheurs absolument adorable, et il a une très jolie entente avec la fille de ce couple avec laquelle il parle peinture. Et il lui apprend aussi l'allemand, parce que lui sait remarquablement bien le français. Alors, jusqu'au moment, évidemment, où l'Allemagne envahit la France, et à ce moment-là, les choses changent. Il y a un épisode que vous relatez dans votre livre, c'est cet épisode qui est l'épisode plus ou moins connu du train fantôme. Qu'est-ce que c'est, Michel Kahn? Oui, alors lorsque les Allemands envahissent la France, ces prisonniers anti-nazis sont menacés de mort s'ils sont pris par les Allemands. Donc ils arrivent à obtenir qu'on leur affecte plutôt un train spécial dans lequel ils montent à raison de 80 hommes par wagon. Ils restent debout pendant un voyage qui va durer des jours et des nuits, et dont on ne sait jamais, ils ne savent pas où ils vont, où on les emmène, ils ne savent pas combien de temps on va s'arrêter, ils ne savent rien de leur sort. Et la destinée le parcours de ce train fantôme est assez étrange, mais je ne voudrais pas le raconter parce qu'il y a un suspense. C'est historique? Historique, absolument.
On peut peut-être aller sur Wikipédia alors pour avoir la fin du livre, non? C'est possible. Dites-moi, votre personnage va ensuite retrouver quelque chose qui est très peu connu, c'est-à-dire il va se retrouver dans un village qui a caché un très grand nombre de juifs pendant la guerre. Oui, c'est un petit village de 300 habitants qui s'appelle Beuil, dans les Alpes-Maritimes, et qui a caché, pas en même temps, mais en tout une centaine de personnes. C'est une proportion énorme. Et je cherchais où cacher mon héros, et tout à coup je me suis souvenu que ma famille et moi, lorsque nous étions à Nice pourchassés par la Gestapo, nous avons pu nous réfugier dans ce petit village. Et c'est le moyen pour moi. À l'origine, je n'avais pas du tout l'intention de m'insérer dans ce roman, mais ça a surgi comme un geyser. Et je suis heureuse de pouvoir rendre hommage aux gens de Beuil, mais aussi à mon père qui les a soignés. Il y a eu entre eux un échange formidable. Il l'appelait le docteur Miracle. Lui, il était donc réfugié. Il n'avait pas le droit de travailler, mais il a sauvé beaucoup de monde. Et en même temps, là-bas, il a pris le maquis. Donc, il y a quelques jours, j'ai offert le brassard FFI de mon père, le 8 mai, justement, à la communauté de Beuil pour le musée. Pour vous, c'était, j'imagine, un moment très émouvant. C'était très émouvant et à plusieurs titres, parce que le roman commence le 8 mai 1945, se termine le 8 mai 1946, et nous étions le 8 mai 2016. Oui, c'était effectivement des dates qui sont des dates qui restent gravées, j'imagine, à tout moment dans votre mémoire. Ah, tout à fait, c'est inoubliable. Michel Kahn, je vous remercie. Je rappelle le titre de votre livre, qui a donc pour titre Un soir à Sanary, publié donc aux éditions du Passage. De qui est l'aquarelle qui est en couverture? Elle est datée de 1937. Justement, c'est un tableau de Moïse Kissling, le peintre dont je parlais, et qui est un tableau de l'époque et qui représente exactement Sanary d'alors. Merci infiniment. Merci à vous.